Salut, c'est Milo, bienvenue à la lisière d'un univers particulier qu'on apprécie beaucoup, qui est celui de Darkest Dungeon, qu'on va explorer aujourd'hui à l'aide du système de jeu La Zone. Je suis avec Astalias et on va donc incarner chacun deux personnages qu'on a comme d'habitude tirés au sort sur une table, que cette fois on a créé nous-mêmes, en s'inspirant en fait des classes qu'on trouve dans le jeu. Et donc ces personnages ont été missionnés pour se rendre dans une province où il se passe des choses étranges et aller voir en fait ce qui s'y trame et revenir faire un rapport. En guise d'introduction, je te propose de lancer un D12, comme ça on va faire les petites questions qui seront les liens entre les personnages et leur lien avec cet univers. Ça va nous permettre un peu de mettre en place le décor avant de lancer la partie dans le premier lieu. Je lance le D12. 2. Je crois que c'est une réussite critique majeure. Comment est-ce que ton personnage ou tes personnages ont découvert qu'ils étaient sélectionnés pour l'expédition ? Corvisier, le maître d'armes, je pense qu'il a été nommé par le duc pour cette expédition, pour son expérience du combat et pour la confiance qu'il lui donne. Et puis pour Lysvain, c'est le maître d'armes qui allait le chercher. Lysvain étant un lépreux et connaissant un peu la région. Parfait. Je te pique le dé volontiers. Alors, qui avez-vous laissé derrière vous et pourquoi c'est important pour vous ? Alors, Harin, l'arbalétrier qui est chasseur de loups, louvetier, lui, il a laissé derrière lui sa femme et sa fille. Par contre, le chasseur de primes, Driscoll, est assez connu, il est assez renommé dans son domaine, donc il a aussi pas mal de richesses. Du coup, il a laissé derrière lui une maîtresse, mais fondamentalement, ça lui est globalement égal. Donc lui, ça lui coûte rien de laisser quelqu'un derrière. C'est pas quelqu'un qui est très attaché humainement. Est-ce que tu veux en faire une deuxième ? Oui, allez. Allez. Je vais relancer mon dé. Pour faire 7. Est-ce que la zone est connue du public ou est-ce que c'est toujours un secret ? En fait, c'est pas encore connu. Et c'est pour ça qu'on nous envoie assez rapidement pour trouver une solution. Parce que les rumeurs commencent à se répandre et il faut pas que la situation elle dégénère ou que ça puisse nuire d'une manière ou d'une autre au duc. Parfait. Très chouette. Qui est-ce que vous pensez qu'il va survivre et pourquoi ? Je pense que Driscoll est persuadé qu'il va survivre parce que c'est le meilleur. Donc il a aucun doute à ce sujet-là. Pour lui, c'est une évidence. Premier lieu. La promenade. Du coup, on retrouve nos 4 aventuriers sur le chemin d'une forêt. Il fait nuit, il fait sombre. Il y a le cocher à l'avant. Les hommes sont assis 2 par 2 dans la charrette. Dans un coin du chariot, on voit Lysvain, le lépreux, en train de tenir une lanterne allumée et son regard se perd dans la flamme de la bougie à l'intérieur. C'est un homme plutôt fin, enroulé dans une cape légèrement qui devait être plutôt claire à la base mais qui est devenue brune avec le temps. Il a les avant-bras emballés dans des bandages et il porte un masque de bois sur le visage, le tout afin de se protéger mais aussi de cacher sa lèpre qui ravage sa peau. À côté de lui, on voit Corvisier, un maître d'armes, les cheveux grisonnants, une barbe épaisse en train de tenir son épée devant lui, en faisant tourner légèrement cette lame. Et il l'observe pendant un certain temps, puis scrute ses compagnons d'armes. Et puis son regard s'arrête sur Harin, le louvetier. Et d'une voix grasse, il s'annonce. Et vous, messieurs, vous attendez à quoi, sincèrement ? L'homme entre deux âges, aux yeux vifs, emballé dans une peau d'animal, triture de ses mains son arbalète dont il huile les mécanismes. Je m'attends en tout cas à ce qu'il y ait des loups en plus grande quantité que ce qu'on a pu voir jusqu'ici dans les territoires. J'en ai vu qui avaient des comportements anormaux et j'ai trouvé des cadavres qui avaient des morsures trop nombreuses ou étranges. Je pense qu'il y a une sorte de rage ou quelque chose qui règne dans
dans les animaux de la région. Et vous ? Driscoll prend rapidement la parole, sa voix résonne dans son son grand de chasseur de primes. Il y a une étoile filante, une lumière qui est tombée du ciel pourpre. J'ai entendu dire ça, c'est pour ça que je me suis rendu ici. On a déjà vu ça dans les terres au sud et les terres ont été dévastées. Ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est en tout cas qu'on ne s'ennuie pas. Il y aura peut-être de quoi devenir très riche et très célèbre dans cette région. On devine un sourire satisfait qui est camouflé par l'ombre de son home et il étend les jambes devant lui sur le siège qui lui fait face. Lisvin quitte la flamme de ses yeux, se retourne vers ses compagnons et dit « Sauf respect, mes bons seigneurs, si richesse il y a peu de chances que ça se trouve sur les gens de la région. On est dans un territoire très pauvre et les gens sont aussi rustiques que le temps. Après, si richesse il y a, je suis preneur. » Carte scène, vous découvrez que quelque chose vous suit. Tout d'un coup, on entend le fouet de cocher. Le chariot avance de plus en plus vite. Les chevaux sont au grand galop. Soudain, un cri retentit suivi d'un bruit étrange. Le chariot avance toujours de plus en plus vite. Les passagers sont brinque-ballés dans tous les sens. Lisvin passe la tête pour voir ce qu'il passe et il découvre que le cocher a disparu. Il essaye tant bien que mal de monter à la surface pour essayer de rattraper les rênes du chariot. Mais c'est pas si facile. Oui, et le lépreux arrive tant bien que mal à monter sur l'avant du chariot. Il attrape les rênes et arrive à reprendre contrôle du véhicule qui part un peu dans tous les sens. Il se retourne pour chercher aussi le cocher ou comprendre ce qui s'est passé. Il perçoit derrière lui une imposante masse qui semble petit à petit les rattraper. Il s'écrie paniqué on nous suit, on nous suit mes seigneurs. Nouvelle scène, vous rencontrez une anomalie incroyablement dangereuse. La lumière de la lanterne se reflète brièvement sur le carreau d'arbalète que charge Harine. Il s'appuie contre le montant de la porte de la calèche et, passant son arbalète à l'extérieur, il observe et voit effectivement une masse qui les poursuit. Il vise et tire. Mais c'est pas si facile. Oui, mais pour réussir, vous avez besoin de l'aide d'un autre personnage. À cause des chaos de la route, le premier carreau part se perdre dans la nuit, Harine ayant de la peine à viser et manquant de passer par la porte ouverte. Corvisier surgit, attrape par les épaules son compagnon d'armes afin de le maintenir pour qu'il puisse à nouveau décocher un carreau d'arbalète. Rapide comme l'éclair, Harine encoche un nouveau carreau. La flèche fend les ténèbres et Harine en est certain, elle a atteint la masse qui les poursuivait, qui dévie sa trajectoire et qui plonge dans la lisière des arbres sans s'arrêter de courir. Lisvin, empli d'adrénaline par la panique, fouette violemment les chevaux pour semer la créature qui les poursuit. Mais c'est pas si facile. Fort vrai. Oui, et vous vous souvenez de quelque chose qui donne un nouvel éclairage à votre obsession. Dans la panique, Lisvin se rappelle que dans le village près du château du Duc, en plus des rumeurs de quelques maladies, on parlait de magie. Il se les gardait pour lui parce que, évidemment, les histoires de magie sont très mal vues dans le territoire. Mais ce qu'il espère, au plus profond de lui, c'est de trouver une possible guérison par la magie de sa lèpre. Et donc, pris par ce souvenir, il décide au dernier moment de virer sur la droite, passant hors du chemin, fonçant à travers une petite clairière et ainsi trouver un raccourci dont il avait vaguement souvenir. Et ainsi, il réussit à semer la créature. Le chariot ralentit et continue sur un chemin boueux
aux alentours, une brume légère et de couleur pourpre semble avoir pris place, ce qui offre d'étranges effets de lumière avec les lanternes et les ombres de la nuit et du chariot qui traverse l'obscurité. Et alors que le lépreux regarde derrière lui, regarde aux alentours, voir si la bête ne surgit pas, il remarque que tout d'un coup le chemin s'arrête, comme si la nature avait poussé entre-temps. Ainsi Lysvain arrête le chariot. Je ne comprends pas, mes seigneurs, le chemin semble avoir disparu. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là, lépreux ? Driscoll attrape la lourde chaîne au bout de laquelle pend son crochet dont il se sert pour combattre et pour ramener ses captifs pour encaisser des primes. Il descend d'un pas lourd du chariot, ses bottes écrasant la végétation boueuse. Mais comme je vous dis, monseigneur, normalement le chemin mène au village de Bourneau, il n'y a aucun sens qu'il disparaisse comme ça. Le maître d'armes descend du chariot, la main au pommeau, et il brandit une lanterne aux alentours. Ne traînons pas ici. Carte scène. Vous découvrez une anomalie qui pourrait vous offrir des réponses. Corvisier est soudainement projeté contre le chariot, il laisse tomber sa lanterne. Il essaye de se débattre face à une personne, il voit des yeux rouges imbibés de sang, il entend des claquements de dents, il sent des mains s'agripper à lui comme des longs doigts, des griffes, il ne sait pas trop. Il essaie tant bien que mal de dégainer son épée afin de pourfendre son agresseur. Mais c'est pas si facile. Oui, mais le succès soudain est trompé par un challenge encore plus grand. Du coup, il réussit à le repousser, dégainer son épée et trancher la tête de cet homme enragé. Au moment où le corps s'effondre au sol, Corvisier regarde autour de lui et voit que l'homme enragé ne venait pas seul. Soudain, toute une horde de ces paysans contaminés par la folie ou la rage encercle le chariot et charge sur les aventuriers. Dans la clairière retentit le bruit du tournoiement de la chaîne métallique du chasseur de primes qui la projette en direction d'un de leurs assaillants. Mais c'est pas si facile. Oui, mais la chaîne fend l'air, le crochet qui est au bout vient traverser la tête d'un autre homme enragé. Il pensait que ça allait juste le percuter et puis l'assommer, mais les os de leurs assaillants sont plus friables ou plus malléables que prévu, et du coup le crochet vraiment lui transperce la tête et sa chaîne reste temporairement coincée dans ce corps en putréfaction qui s'effondre au sol. Deux des créatures sautent sur le chariot et grimpent en direction du lépreux, qui, d'un geste vif, dégaine un long couteau et s'apprête à poignarder les assaillants. Mais c'est pas si facile. Il a toujours réussi, là. Maintenant il peut que réussir. Y a pas de raison. Oui, mais les coups de poignard s'écrasent sur le visage du premier assaillant, le sang éclaboussant le masque du lépreux. Mais malheureusement, le deuxième assaillant mord violemment Lysvain à l'épaule, qui tombe en arrière avec son agresseur et se débattent sur le chariot. On a un plan large où on voit toute cette cohue, ces différentes actions, ces différents combats qui sont en cours. Et on voit la silhouette souple de Harin le louvetier emballé dans sa peau qui grimpe avec agilité sur le toit de la diligence et qui jette un œil alentour pour appréhender la situation. Il remarque qu'il y a des hommes qui sont en train de s'attaquer aux chevaux, dont finalement les hennissements sont maintenant perceptibles. Ils sont en train de se faire attaquer et mordre. Il avertit ses comparses dans un cri et épaule son arbalète afin d'aider Lysvain. Mais c'est pas si facile. Oui, et Oh! alors qu'il s'apprêtait à mettre un coup de dent, le carreau vient se ficher dans l'enragé qui, déséquilibré, tombe en arrière et vient percuter l'enragé qui était à présent déjà en train de dévorer les entrailles des chevaux.
Le maître d'armes fait tourner son épée, donne un premier coup à une des créatures s'approchant de lui et s'apprête à fendre le dernier assaillant. Mais c'est pas si facile. Oui, mais la lame percute l'enragé une première fois et puis frappe une deuxième fois au milieu du visage. Malheureusement, Corvisier se prend lui aussi un coup en plein visage qui vient lui balafrer la joue droite. Et petit à petit, sur un plan large, dans une forêt sombre, les compagnons achèvent les dernières créatures autour d'eux. Après le combat, nos compagnons profitent d'observer plus précisément les corps. Take stock. Lysvin se relève péniblement. Il se tient l'épaule meurtrie. Et en observant sa blessure, il remarque que la dentition de ses agresseurs semble assez irrégulière, autant dans la longueur que dans l'espacement de la dentition. On a un plan sur une chemise ensanglantée et qui a un bâton qui s'approche et qui la relève. Arin constate que l'ossature, notamment les os, en l'occurrence là c'est sur le torse, les os des côtes, ont l'air comme déformés, comme plus protubérants que ce qu'ils sont d'ordinaire. Le maître d'armes nettoie son arme avec un chiffon clair et remarque que le sang de ces enragés est de couleur d'un pourpre foncé. On voit un flambeau qui passe au-dessus du visage d'un de ces enragés qui est encore à peine vivant. Et on remarque que ses yeux, ses pupilles réagissent beaucoup à la lumière. Driscoll balance son flambeau au loin. Et tout en achevant l'enragé, s'adresse au reste de la troupe. J'ai déjà vu ce genre de saloperie. Ils nous ont repéré qu'à cause de la lumière. Si on n'avait pas eu de lumière, vu leur sens de la vue, leur visibilité, ils nous auraient jamais trouvés. Le maître d'armes va lancer son chiffon loin. Eh bien, raison de plus pour ne pas rester ici. Nouveau lieu, le camp militaire. On a un plan large sur la silhouette de ces troncs qui se découpent dans cette très légère brume, à peine teintée de pourpre. Le paysage est éclairé par un léger clair de lune. Et sur ce plan, on voit tout à coup ces 4 silhouettes qui se faufilent discrètement entre les troncs. À l'avant du groupe, Arin, le visage fermé, avance en examinant les traces, la façon dont les herbes sont courbées, leur fait signe régulièrement quand il est temps à nouveau d'avancer, quand il a trouvé le chemin à suivre. Puis petit à petit, il voit au loin se découper sur la voûte céleste une tour de garde. Et à mesure qu'il s'en approche, il remarque autour les silhouettes fantomatiques de tentes, comme un campement militaire de fortune qui aurait été établi là, un campement temporaire. À pas de loup, Arin avance jusqu'à une tente, il en écarte le pan. À l'intérieur, rien. Seule la brume semble planer sur ce camp. Traversant le camp, il semble ne manquer que la troupe. Tout semble avoir été abandonné, en cours d'action. Dans un chaudron, des ingrédients sont déjà prêts, déjà découpés, prêts à être cuits. Et dans la tente de commandement, tous les papiers sont encore déposés comme si ils étaient encore en train d'examiner par le commandant de la troupe. Parmi ces documents, un ordre de mission qui mentionne entre autres la présence d'une étrange magie noire qui serait à l'œuvre sur ces terres ou de sortilèges, de maléfices. Quelque chose de contre-nature qui devait être détruit sans sommation, éradiqué. Nouvelle scène. L'un des personnages pense qu'il a trouvé un moyen d'accomplir son obsession. Que disent ces mots, mon bon seigneur ? Un maléfice à l'œuvre dans la région, apparemment. Un maléfice ? Quel genre de maléfice ?
De la magie noire peut-être, difficile à dire, une forme de magie. Comme un sorcier. Ça paraît possible, ouais. On dit que les sorciers ont un grand pouvoir. Eh bien voilà qui promet de se révéler une proie de choix. En effet, monseigneur, mais on dit que les sorciers ont un grand pouvoir et sont capables de miracles comme de malédictions. Qui sait, ils peuvent peut-être guérir tous les maux, je ne sais pas. Ah, ne vous faites pas trop d'illusions, lépreux. Jamais, monseigneur. La vie m'a bien montré de bien des manières à rester humble. Mais j'avoue que les histoires de magie, de sorciers, intriguent, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait un tel pouvoir le mettre au service de quelqu'un comme vous. Vous pouvez bien être certain que s'il vous croise, il utilisera probablement sa puissance pour vous détruire, pas pour vous soigner. Le lépreux se retirant de l'obscurité, il répond simplement « C'est vrai, monseigneur, c'est vrai. » Carte scène. Je vais dire plutôt, quelque chose révèle... En fait, c'est en gros... Il y a quelque chose qui révèle sur l'ancienne... Ouais, quelque chose vous donne des révélations sur ce qui est arrivé à l'expédition précédente. Moi, je le traduirais comme ça. La torche du maître d'armes illumine l'entrée de la tour. On perçoit sa silhouette, épée à la main, entrer prudemment. À l'intérieur, un ancien feu de camp, quelques couches, quelques affaires de soldats. Et au coin, une étrange ombre, une étrange créature y est tapie. Il s'avance prudemment, levant sa torche pour distinguer au mieux ce qu'il tente de percevoir. Alors que ses pas résonnent dans la tour, le halo de lumière dévoile un cadavre d'un soldat qui semble mutilé. Un être insectoïde semble être entré à travers son dos, ressortir par son ventre, une patte ressortant de l'œil, comme si les deux avaient fusionné. Il y a des marques de sang aux alentours, il y a des organes sur le sol. Et sans réfléchir, il lance sa torche sur cette étrange dépouille et la regarde brûler, les yeux dans le vent. Nouveau lieu, la prison. Comme à partir de maintenant, il y a un personnage qui meurt par lieu jusqu'à ce qu'on arrive au lieu final, je te propose que on tire au sort le personnage qui doit mourir dans ce lieu. Allez, on tire maintenant. F. Ayant terminé de fouiller le camp militaire, et après quelques heures de marche, nos compagnons arrivent enfin au village de Bourneau. À première vue, le village semble abandonné depuis un certain temps. La brume pourpre, cependant, y est toujours présente. En arrivant en son centre, on peut percevoir plusieurs chariots de prisonniers entassés, coincés les uns contre les autres. Cependant, il n'y a pas de chevaux et surtout, il n'y a pas de prisonniers, si ce n'est des portes ouvertes ou des barreaux brisés. Corvisier, le maître d'armes, contourne les chariots et découvre, comme encastrés dans la boue et la terre, de multiples corps où les têtes semblent avoir été retirées. Par prudence, il dégaine son épée, s'approche de l'un des corps et remarque que le coup fut tranché d'un coup net et précis. Le chasseur de primes sort également immédiatement ses armes et jette un regard entendu au maître d'armes. Il observe les façades muettes des bâtiments qui les entourent à la recherche de la moindre lueur, du moindre mouvement. Arin, lui, observe les traces au sol, essaye de faire sens de ce chaos de traces étranges et incompréhensibles, nombreuses, figées dans la boue qui s'est maintenant endurcie. Il reconnaît bien sûr des traces humaines, mais d'autres qui ne lui évoquent rien de particulier. Ses yeux suivent ces marques dans le sol, et il remarque qu'elles se dirigent jusqu'à la maison du bourgmestre qui fait face à cette placette. Et dont les portes, grandes ouvertes, donnent sur une obscurité indéchiffrable.
Corvisier s'avance en suivant les traces. Il remarque à son avancée que la boue semble avoir été mélangée avec du sang, de la chair. Il s'avance de plus en plus près de la maison du bourgmestre et il entend comme une respiration forte. Une odeur lui prend les narines, une odeur de putréfaction, une odeur de sang. Quand soudain, surgissant de l'obscurité de la bâtisse, une énorme créature humanoïde de 2 mètres, avec le visage d'un porc ensanglanté, les yeux enfoncés profondément dans des arcades de sourcilières porcines, une grande hache à la main, des multitudes de têtes et de crânes à la ceinture, torse nu, et charge violemment le maître d'armes. Corvisier tente d'esquiver le coup. Mais c'est pas si facile. Non et son échec est lié à la phobie, qui est quelque chose qu'il ne peut pas combattre. Bah là, ça va être sympa, hein, comme... Évidemment. Hein. C'est ça. Donc malheureusement, le maître d'armes n'arrive pas à esquiver le coup. Il se prend de point fait le crâne de l'homme porc qui vient lui fissurer le nez. Et en plus, la créature gigantesque l'attrape par le col et le projette sur plusieurs mètres. Corvisier s'écrasant sur le mur d'une maison, laissant tomber son épée et s'écroulant lourdement au sol et dans la boue. Nouvelle scène. Quelque chose d'horrible est révélé par l'un des personnages. Donc la voix de Driscoll résonne dans son home et sur cette place alors qu'il hurle « Attention à l'arrière !» En effet, il sait que ces hommes porcs attaquent toujours par 2 et que l'attaque frontale, bruyante et visible, servait à détourner l'attention de la troupe. Du coup, il envoie son crochet en direction de cette créature hideuse, histoire de le blesser et d'essayer de le mettre au sol. Mais c'est pas si facile. Oui, mais le crochet se plante dans le flanc de l'homme porc, mais sa force est prodigieuse et Driscoll a un instant de doute alors qu'il se rend compte que même en tirant de toutes ses forces, il n'arrive pas à emmener son adversaire au sol. Il est contraint de se servir d'une charrette qui était abandonnée sur la place pour faire levier avec sa chaîne, pour essayer d'immobiliser son adversaire, qui tire rageusement sur la chaîne. Lysvin fait tourner sa lanterne au-dessus de sa tête et la projette en direction de l'homme porc qui lui charge encore dans sa direction. Mais c'est pas si facile. Non, mais votre échec a une conséquence positive. Malheureusement, la lanterne s'écrase qu'au pied de l'immense homme porc. Cependant, à la vue des flammes, la créature semble plus hésitante que prévu à charger. Constatant cette réaction, Arin s'empresse d'enflammer un de ses carreaux et il tire sur l'homme porc qui est déjà blessé par le crochet de Driscoll. Il espère qu'ainsi, à 2, ils vont réussir à l'achever. Mais c'est pas si facile. Non, mais la zone vous offre un chemin alternatif pour votre objectif. Le carreau manque sa cible, mais Arin remarque un chariot qui est arrêté au milieu d'une pente douce. Et il se rend compte qu'il lui suffirait de le débloquer pour qu'il vienne s'écraser contre le monstre. Péniblement, Corvisier se relève, il titube un peu, se ressaisit, ramasse sa lame au sol et charge pour donner un grand coup à l'homme porc avant que celui-ci frappe le lépreux. C'est pas si facile. Mais si. Il a fait un truc de malade. Oh, putain, oui, un truc de malade. C'est un oui et... Il enfonce sa lame entière dans le ventre du monstre. Celui-ci se met à hurler d'un cri atroce et tous deux s'effondrent au sol. Arin se précipite en direction de la charrette qu'il a repérée. Il ôte les pierres qui en retenaient les roues et la pousse en mettant un grand coup d'épaule pour qu'elle parte en direction de l'homme porc. On a un plan où on voit le sang qui s'écoule de la plaie du crochet qui était planté dans ses chairs. Ce sang qui est effectivement un peu pourpre, qui a commencé à créer une flaque au sol. On entend les hurlements porcins de frustration et de colère de cette créature. Et puis on voit
En arrière-plan, la charrette qui s'approche de plus en plus, qui va venir écraser l'homme porc. Courvoisier retire sa lame de l'homme porc hurlant. Il la soulève au-dessus de sa tête. Il frappe la créature une fois, 2 fois. Le sang lui gicle au visage. Et alors que il hurle, la créature, dans un sursaut de survie, frappe de plein fouet le maître d'armes. La hache vient s'enfoncer dans son thorax. Corvisier enfonce sa lame dans la gorge de l'homme porc. Il titube, il a des vertiges. Il laisse tomber sa lame. Regarde la plaie béante, lui ouvrant le côté droit. Et sous le regard du lépreux, il s'effondre au sol. On retrouve nos compagnons autour du corps du maître d'armes qui est en position funéraire. Ils se recueillent un instant autour de lui. Et au bout d'un certain temps, deux d'entre eux s'en vont. Le lépreux reste encore un moment et finit par prendre son épée afin de ne jamais oublier qu'il lui a sauvé la vie. Nouveau lieu, l'hôpital. Nouvelle scène. Une anomalie manifeste un fragment du passé de quelqu'un. Le passé de qui? Quelle forme est-ce que ça prend? Est-ce qu'on tire la mort? La mort. Allez, c'est toi qui tire. Le pas lourd, notre groupe continue d'avancer, et puis à quelques distances du village, approche d'une ferme qui est flanquée d'une très grande grange. Leurs visages sont maintenant marqués de la fatigue. Ils ont du sang qui recouvre partiellement leurs vêtements. Alors qu'ils ouvrent les portes de cette grange, à l'intérieur des paillasses sur lesquelles par endroits des corps sont encore étendus. On a manifestement essayé de soigner des gens ici. Il y a des bandages. Il y a également des tables mais qui ont été renversées, des ingrédients qui avaient été préparés. On a même l'impression que des tests d'onguents peut-être ou de divers types de substances ont été mélangés comme si on avait fait quelque sorte d'expérience. Est-ce qu'on fait un take-stock? C'est une bonne idée, ouais. Harine Hummler, l'odeur est malsaine, rance, une odeur de corruption. Driscoll examine les corps étendus sur les brancards, les blessures, afin d'essayer de déterminer quel type d'adversaire elle risque de rencontrer. Il y a des lardasses de toutes sortes. Certains semblent même avoir été déchiquetés. L'étreinte de ses mains se resserre sur ses armes. Lisvin déambule dans cette grange aménagée en hôpital de campagne. Il observe les corps, il observe les morceaux de verre au sol, les traces de liquide étrange de plusieurs concoctions médicales ou de sang. Et en se perdant un petit peu sur ses pensées et en tenant fermement l'épée du maître d'armes, il fait face à ce qu'il pensait être au début un grand miroir. Cependant, en s'approchant, le miroir semble avoir pas de contour précis, pas de bordure, pas d'ornement. Il semble comme imprégné dans le mur de bois, le mur de planche, et il émet comme des petites variations, comme un grand étang à la verticale. Et plus il s'approche, plus il remarque que son apparence semble changer.
Effectivement, son masque en bois le recouvre une grande partie du visage, mais pas sa bouche ni son menton. Et dans ce reflet, il remarque que sa peau est lisse. Que dessous ses bandelages, il ne semble pas avoir de lèpre ou les ravages cutanés de sa pathologie. Donc lentement, hésitant au début, il retire doucement son masque et à travers ce reflet revoit un visage qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps, qu'il avait lui-même oublié. En remarquant ce reflet, il va s'approcher doucement, tendre la main, toucher du bout des doigts cet étrange miroir, et va remarquer que effectivement ça a une forme liquide. Donc il va, dans un acte complètement frénétique, essayer de se répandre ce liquide sur lui. Mais c'est pas si facile. Non et. Vous mutez et la situation escalade négativement. Soudain, une douleur l'envahit. Des craquements surgissent de son bras, qui semble s'allonger, qui lui arrache une partie de la peau, sa peau maladive. Il hurle, il tient son bras, il bascule en arrière, et à ce moment-là, le miroir liquide commence à s'étendre de plus en plus sur les murs de la grange. Alors que cette substance étrange se répand sur les murs, elle commence à goûter, à tomber sur le sol, et du coup à créer comme des sortes de puits, et par un jeu de miroirs, on voit à l'intérieur comme les reflets d'un autre endroit, d'un autre monde. Une lumière pourpre en émane, et les bruits révulsants de ce qui se craquelle, de quelque chose de très grand qui se nourrit, parvient jusqu'aux oreilles des protagonistes. Mon Dieu, monseigneur, qu'est-ce que c'est ? Driscoll s'avance, observe à l'intérieur de ce puits. Il y voit une créature à moitié dans la pénombre, colossale, effectivement en train de ripailler de corps qu'elle a manifestement arraché à cette grange même. Il la reconnaît. Il ressent instantanément comme la douleur qu'elle lui avait infligée avec ses griffes énormes. Il emporte encore la marque sur le torse et sur une partie du visage qu'il camoufle aujourd'hui derrière ce home qu'il ne quitte plus. Et ce qu'il se passe ici, effectivement, correspond peut-être à ce qu'il a vu autre part par le passé, plus au sud. Cette créature lui a échappé, il était incapable de l'abattre, c'est elle qui a triomphé. Et complètement obsédée par son besoin viscéral d'être triomphant et d'être le meilleur chasseur de primes. Il déplie sa chaîne. L'occasion est trop belle, la créature est de dos. Cette fois, c'est lui qui va la battre. Alors, sans même jeter un dernier regard sur le monde d'où il vient, il se laisse tomber dans le puits en projetant devant lui son arme. Cette substance s'évapore petit à petit dans l'air en une brume mauve. Les trous disparaissent. Ce monde qui miroitait cet autre monde s'évapore. Et la dernière chose que l'on peut voir, c'est la créature immense qui se retourne et la petite silhouette de Driscoll qui fait tournoyer son arme devant elle, qui se découpe. On entend un grognement. Et ainsi disparaît Driscoll. Harine, la mâchoire qui se contracte. Lysvin, venez, je soigne votre bras. Mais messire, qu'allons-nous faire pour Driscoll ? Peut-être qu'on le retrouvera plus tard. Peut-être qu'on trouvera d'autres moyens de traverser. Pour le moment, ici, il n'y a plus de... Cette substance bizarre a disparu.
je crois pas qu'on puisse faire grand-chose. Arin va frapper le sol à l'endroit où le puits s'était formé, mais il n'y a que de la terre battue. Même en poussant cette terre avec sa botte, rien dessous. Du coup, le lépreux tend son bras, qui est maintenant un peu plus long, légèrement noirci, d'où un sang pourpre s'en émane par endroits. Arin fourgonne. Allez, venez par ici, c'est des plantes médicales. Appliquez-les sur vos plaies pendant ce temps, je vais préparer des bandages. Très bien, monseigneur. Allez, rebroussons chemin, on n'est plus assez équipés pour faire face à ce qui se passe ici. Allons rapporter ce qu'on a trouvé. Maintenant, le bras bandé, serrant le pommeau de l'épée du maître d'armes, acquiesce de la tête. Vous avez raison, monseigneur. Nouveau lieu. Le théâtre. Nos 2 rescapés de ce périple s'engouffrent dans l'épaisse forêt. Le soleil se levant est difficilement perceptible dans l'épaisseur de la forêt. Et au bout de quelques heures de marche, la brune pourpre semble s'être dissipée, mais un silence de mort règne aux alentours. Et puis soudain, nos compagnons font face à une petite fortification avec à l'avant multitude de tentes, charrettes, de ce qui semble être un groupe assez important de saltimbanques, de cirques. On y a même placé un petit chapiteau avec une estrade à l'avant. Je comprends pas comment on se retrouve ici, Lisa. Quels que soient les points de repère que j'ai pris, j'arrive pas à nous ramener sur nos traces. Mais je ne comprends pas, monseigneur. En plus, on se retrouve sur le domaine du Seigneur Valor. Nous ne sommes pas du tout censés nous retrouver ici. Vous connaissez ce seigneur ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous savez ce que c'est que ces caravanes ? Ça fait un certain temps que je ne suis plus venu ici, mais on y trouve parfois certains groupes de saltimbanques ou bardes ou ménestrels qui viennent amuser la cour du baron. Cependant, si on peut trouver de l'aide quelque part dans la région, j'imagine qu'il n'y a rien de mieux que le domaine fortifié du Seigneur. De toute manière, nous sommes épuisés, nous n'avons pas de réserve, nous n'avons plus rien à boire. Et puisqu'on n'arrive pas à rentrer, tu as raison, allons-y. Lisvin regarde prudemment l'estrade et les multiples tentes de couleurs festifs, allant bleu, au rouge, au jaune. Et il remarque une odeur étrange de soufre et une multitude de masques imprégnés dans le sol, s'étendant sur toute la place. Des masques de carnaval, des masques de fête, exprimant des visages, certaines de joie, certaines de peur, certaines de colère, et d'autres de douleur. Un soleil jaune, pâle, projette une lumière malade et sans chaleur sur les tentes. Une roulotte de diseuse de bonne aventure. Une tente d'une sorte d'oracle aux symboles étranges. Et puis une roulotte qui semble à moitié happée par le sol, comme si elle était à moitié enfoncée dans la terre. Avec des symboles alchimiques. Et aux alentours, des liquides, des fioles qui ont été brisées sur le sol. Soudain, perçant un silence pesant, des petits bruits de grelots se font entendre et résonnent dans la place. Puis des bruits de pas, galopants ou dansants, difficile à dire, en tout cas ils sont irréguliers. Nos 2 compagnons se retournent et font face à une estrade où un saltimbanque les surplombe. Il est habillé d'un costume de bouffon, avec à ses pieds et aux pointes de sa coiffe de multiples grelots de couleur pourpre et blanche. Un masque lui recouvre complètement le visage,
Et c'est avec stupeur qu'il remarque que c'est à la fois un masque et son propre visage, d'un blanc marbré. Oyez, oyez, mes braves gens, bienvenue au soleil fringant, de jongleurs saltimbanques et bardes dansants, ravi le cœur des petits et grands. D'un geste souple et délicat, le saltimbanque fait une révérence. Instinctivement, Arin dirige son arbalète vers ce nouveau venu. Oh là, mon ami, doucement, doucement. Ne nous précipitons pas. Que peut faire un pauvre et humble bouffon pour vous servir ? Nous souhaiterions voir le seigneur Valor. Oh, le seigneur Valor est très demandé en ce moment, mais je puis vous y mener. Je pense que Arin va balayer les lieux vides des yeux. Très demandé par qui ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Beaucoup de choses, la région est attaquée, est appauvrie, il paraît que des créatures viennent la nuit et le jour et s'attaquent aux grands et aux petits, aux jeunes et aux vieux, aux hommes et aux femmes. Mais tous ne reviennent pas. Arin interroge Lysvain du regard. Le lépreux acquiesce de la tête avec sa main sur le pommeau de son épée, prêt à dégainer à tout instant. N'ayez crainte, mes bons amis, je ne suis qu'un pauvre bouffon. Très bien, mène-nous au seigneur Valor. Selon mon souhait. Et le bouffon bondit de l'estrade et s'avance à bruit grelottant à travers la place du cirque. Alors qu'il marche derrière le bouffon, son arbalète toujours dressée en direction de son dos, Arin a le regard attiré par un reflet dans une gouille sur le sol. Un instant, la gouille semble, par un étrange jeu de lumière, avoir une teinte violette. Et fugacement, il a l'impression d'apercevoir au fond de cette gouille Driscoll, le chasseur de primes. Et cette image disparaît alors qu'il croit un peu à une hallucination. Quelques pas plus loin, au milieu des caravanes, un miroir est suspendu. Et là encore, durant un moment fugace à l'intérieur, il peut voir la silhouette, cette silhouette familière avec ce casque reconnaissable qui semble particulièrement mal en point, comme si elle fuyait quelque chose. Le lépreux n'a pas pu s'empêcher de dégainer pour être prêt à toute occasion pour se défendre. Il marche à côté de son compagnon, il scrute toutes les tentes, toutes les caravanes, tous les recoins. En observant autour de lui, il se rend compte que la distance qu'il parcourt semble beaucoup plus longue que prévu, ou ce qui était perceptible au départ. Ils auraient dû, en quelques minutes, traverser la place où trône le campement des saltimbanques et du chapiteau. Et en fait, il marche depuis maintenant une trentaine de minutes dans une espèce de dédale de tentes et de charrettes. Le bouffon, en marchant, se retourne légèrement en direction des deux compagnons et s'écrie avec un sourire bien trop grand pour qu'il ne soit pas dérangeant. Suivez-moi et surtout ne vous perdez pas. Beaucoup de gens ici se confondent avec beaucoup de tentes et s'y perdent et peu s'y retrouvent. Il lâche un petit rire narquois avec un son étrange et peu descriptible. Au bout de ces quelques et longues minutes, le bouffon s'arrête devant une porte, en tout cas une ouverture où, à la place d'une porte en bois ou en métal, il y a encore ce liquide, ce miroir avec des effets un peu aquatiques. Donc une flaque verticale. Autour de cette porte, il y a comme des petites gouttelettes qui sont en suspension dans l'air. Et toutes émanent une légère lumière pourpre. Le bouffon se retourne d'un coup sec devant nos compagnons d'infortune. Eh bien voilà, mes bons amis, nous y voici. De l'autre côté se trouve ce que vous cherchez. Arin observe cette porte qui se trouve donc encastrée dans la muraille du château. Passe d'abord.
Qui ça? Bientôt à Pardy. Oh, moi je ne souhaite pas voir le Seigneur Valor. Je suis très bien ici. Pourquoi donc? Mais c'est chez moi. Je suis saltimbanque. Ma place est sur scène, ma place est au théâtre, est à la comédie, est au drame. Et en disant ces mots, ses yeux se plongent dans les tiens. Et crainte, voyons, regardez à travers. Ce n'est qu'une simple porte. En s'approchant légèrement, tout en restant sur ses gardes, Harine remarque que derrière ce miroitement se trouve effectivement ce qui semble être la cour du château, à l'intérieur, de l'autre côté du mur. Le lépreux s'avance et dit si vous voulez, je peux passer en premier. Lisvin prend le temps de regarder en travers. Il voit effectivement quelques différences par rapport à la première flaque. Il décide de passer sa main mal formée. Il voit que tout se passe bien. Puis il passe la deuxième main. Puis il passe son visage. Et disparaît dans la flaque. Mais on voit à travers le reflet que de l'autre côté, il est bien arrivé. Il fait même signe à Harine. Harine garde le bouffon en joue pour ne pas lui tourner le dos et traverse la porte en reculant. Et dans une dernière image, il voit le bouffon qui lui salue de la main, avec un grand sourire. Nos deux protagonistes traversent la cour de ce petit château. Harine pose sa main tachetée de sang sur la poignée de la porte fortifiée qui mène à l'intérieur du bâtiment. Il la tire, celle-ci s'ouvre dans un grincement désagréable. Et à l'intérieur se dévoile un couloir long, trop long, bordé de statues étranges qui portent des linceuls sur le visage. Des couloirs, des escaliers semblent partir dans plusieurs directions. Des directions qui ne correspondent pas à l'architecture qu'on perçoit de l'extérieur. Il se tourne en direction de Lisvin. Prêt? Lisvin se tourne face à son compagnon et laisse tomber l'épée du maître d'armes au sol. Lentement, il porte sa main sur son masque, l'enlève lentement et dévoile le visage du bouffon, qui dit avec un regard et un sourire carnassier: « Une âme sort, une âme reste », et lâche un grand rire macabre. Surpris, son doigt se crispe sur la gâchette. Le carreau vient se planter dans le torse du bouffon qui, propulsé, recule de quelques pas et s'effondre au sol. Du sang pourpre s'écoule entre les pavés de la cour. Et ainsi disparaît Lisvin. Dernier lieu, le donjon. Harine crache au sol, glisse un nouveau carreau, recharge son arbalète. Et aussi épuisé que déterminé à en finir, entre dans ce long couloir dans lequel ses pas résonnent. On le voit emprunter un escalier, puis un autre. On voit sa silhouette de loin qui traverse une grande salle percée de vitraux. Puis on a un plan sur sa main qui fait une marque contre de la pierre pour faire des points de repère. Encore, ses pas résonnent dans ce dédale. Les cernes sont toujours plus profondes sous ses yeux. Sa démarche toujours plus lente, plus traînante.
Son arbalète semble devenir un poids bien trop lourd. Alors il ne la porte plus qu'à son épaule. Puis finalement, alors qu'il a perdu la notion autant du temps que de l'espace, il finit par découvrir, au détour d'un couloir, à un endroit où il semblait être déjà passé, où il n'y avait pas d'ouverture, une petite arche, une arche relativement basse. Il doit presque se baisser pour la franchir. Et alors qu'il passe sous cette petite arche, il se retrouve dans une pièce titanesque, circulaire, et au milieu de celle-ci, cet objet tombé du ciel, cette sorte d'énorme pierre de météorite, autour de laquelle spirale une brume pourpre. Elle est à moitié enfoncée dans le sol, des pavés ont giclé en toutes directions. Le plafond, évidemment, est détruit. Une fois de plus, les proportions du lieu n'ont absolument aucun sens. Il entend une sorte de râle, de respiration, et alors qu'il commence à faire le tour de cette pierre, il aperçoit la silhouette d'un homme à moitié fusionné avec la pierre, le seigneur Valor qui n'en dépasse qu'à moitié. Il semble encore en vie malgré tout, mais est agonisant. Ces râles rauques sont la seule chose qui s'entend dans cette pièce. Considérant tout ce qu'il a constaté jusqu'à maintenant, l'obsession de Harin pour découvrir des nouveaux territoires et explorer va devenir sa phobie. Et il va rechercher dans tout ce qu'il y a dans cette salle, dans les grimoires, dans tout le savoir qu'il va pouvoir y trouver, un moyen de faire disparaître ces anomalies qui sont apparues et que tout redevienne comme avant pour lui et qu'il puisse simplement rentrer chez lui. C'est aujourd'hui la seule chose qui importe pour lui. Ce sera donc son dernier choix qui va mettre fin à la partie. Est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Ok. Alors il y a 4 cartes. Un non et, un non mais, un oui et un oui mais. La tension est à son paroxysme. Alors j'ai passé 10 minutes à les mélanger sans regarder. 1, 2, 3. Oui, mais... A trifling victory, but a victory nonetheless. Ah, c'est le meilleur truc, je trouve. Ouh, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est trop bien. Votre succès... Parce que si c'est trop facile, oui et, tu vois, Oui. ou non mais, c'est trop hardcore. Ouais, je trouve dommage. Oui et, j'aime bien, c'est un peu salé. Oui. Alors, juge... Comment se conclut cette histoire ? L'objectif... C'est que tout redevienne comme avant. Bah oui, donc tout revient comme avant. Parce que c'est l'objectif, donc tu y arrives. Maintenant, le mais... Qu'est-ce qu'on a comme dé ? Est-ce qu'on a un D4 ? Ça, c'est un D4 ? Ça, c'est un des 4, ouais. On va jouer au D4 effet secondaire. Tu viens 200 ans plus tard. Donc en fait, le monde, il a complètement changé. Qu'en fait, tu restes enfermé ici. À vie. Bon, c'est vraiment pute, mais on fait un truc horrifique. Je sais pas si ça te va. Puis tu peux avoir aussi... Peut-être un oui, tout redevient comme avant.
Mais juste, enfin, lui, il est dans l'autre monde, quoi. Enfin, il est dans le truc bizarre avec les bestioles et tout. Donc tout est comme avant, les deux plans sont séparés, sauf que lui, il est dans le mauvais plan. Ah oui. C'est dans le mauvais plan. Et puis, est-ce qu'on fait un peu moins hard? Oui, moi, je trouve qu'il faut un truc quand même assez mignon. Genre, est-ce que t'es psychologiquement un peu détruit? Comme t'es peut-être passé dans plusieurs plans sans t'en rendre compte, ton cerveau, il détecte plus... Ou il est trop en surcharge, tu vois, il analyse des trucs, puis il croit percevoir des trucs qui n'existent pas, ou entendre des trucs qui n'existent pas. Ou tout ce qui est, justement, tout ce qui est des surfaces réfléchissantes, il continue de voir l'autre plan, ou du coup, il est à moitié taré, tu vois. Ah, écoute, ouais. Parce que bon, ouais, ça reste quand même un truc de dark fantasy. Même quand ça finit bien, ça finit quand même. Faut quand même qu'il y ait un truc, quoi. Ouais. Donc tu as soit plus de 200 ans plus tard, enfermé à vie pour que ça marche. Ça a marché, mais toi, t'es dans le mauvais plan. Ça, c'est tellement hardcore. En plus, il y a des Peut-être vraies tu retrouves ton saloperies dans pote. ce machin. Oui, c'est ça. Ou tout s'est résolu, t'as pu rentrer, mais toi, à travers tout ce qui est liquide, tu vois ce qui se passe à travers l'autre plan, donc psychologiquement, c'est compliqué. C'est un peu difficile d'aller faire des baignades, par exemple. Voilà, bah ouais. Ah, c'est moi qui dois lancer le bah, jeu. c'est ton Ah, personnage. quelle horreur. 3. 3. Ah Mauvais non, plan 3, c'est d'existence. le pire. Fais-nous une belle description cinématographique. Ok. Tu as passé de nombreuses années à étudier les grimoires, les écrits de ce seigneur Valor qui s'est tourné vers la magie grâce à cette météorite qui a la capacité d'ouvrir les plans. Et tu comprends rapidement l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il voyait les plans comme une pièce à une autre, avec une porte, alors qu'en fait, les plans se superposent. Et en passant de l'un à l'autre, il a fini par rester coincé entre deux. Donc, il est resté coincé dans cette immense météorite qui change de taille. Tu as pu le voir en fonction des années, qui rapetit, qui grandit. Et lui qui suffoque parce qu'il est à la fois coincé entre deux plans et à la fois coincé entre le matériel et l'immatériel. Donc il n'est pas écrasé par le poids de la météorite, mais il peut quand même ne pas bouger. Et comme il est entre deux plans, il ne subit pas les ravages du temps. Donc il est là, coincé à l'infini. Au bout d'un moment, tu comprends comment tout arrêter. Donc finalement, il faut t'occuper de ce seigneur Valor. Donc tu mets en place plusieurs sortilèges que tu places autour de lui. Tu utilises les grimoires, des symboles, des incantations, de la poussière de cette météorite pour pouvoir en ensemble, pour pouvoir arriver modestement à faire quelque chose. Et donc délicatement tu le repousses. Et de l'autre côté, ce qui te permet de voir déjà le monde auquel la région est confrontée, mais l'infinie possibilité de tous les plans existentiels qui va déjà avoir un impact assez négatif sur ton cerveau. Peut-être trop d'informations. Et au moment où tu arrives à le repousser, tu ressens que tout se remet en place, tout le monde, les existences se sont imbriquées comme il se devait. Cependant, tu es du mauvais côté, et de l'autre côté, il n'y a pas cette météorite qui permet de créer un passage. Donc tu es coincé du mauvais plan de l'existence, mais qui sait, peut-être grâce à toi, tu as sauvé l'humanité.
Merci d'avoir été avec nous pour cette session de jeu. On espère que ça vous aura plu autant que ce que nous, on s'est amusé à la faire. On a joué donc avec le système qui s'appelle The Zone. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une autre partie qui est sur la chaîne qui s'appelle Horreur Scandinave, au début de laquelle j'explique les règles. Et puis vous pouvez aussi aller voir sur le site internet que je mettrai dans la description, mais qui est que en anglais. On serait curieux, si vous voulez bien nous laisser en commentaire le personnage ou le moment que vous avez préféré dans cette histoire, et puis aussi justement s'il y a des univers que vous connaissez qui se prêtent très bien en fait à ce système de jeu. Nous on aime beaucoup ce côté narratif, un peu cinématographique, mais voilà, des fois on est un petit peu en manque d'inspiration, donc c'est toujours bon à prendre si vous avez de bonnes idées. Dans tous les cas, je vous laisse avec une sorte de mini bêtisier, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session de jeu à la lisière. Ciao. Arin, épuisée et découragée. Je comprends pas comment on se retrouve ici, Lisa. Quels que soient les points de repère que j'ai pris, j'arrive pas à nous ramener sur nos traces. Au bout d'un moment, faut faire un effort, monseigneur. Vous êtes quand même louvetier, au bout d'un moment... à chacun, moi je suis moitié crevé, vous êtes peu compétent. Foutre un piège à l'eau au cul, tu vois. Tu sais, il gifle avec ses griffes comme ça, allez hop. Tu te claques sur le cul avec un piège à loup. Du coup, comment on peut l'appeler, le seigneur? Valar. Valar, c'est pas mal. Allez, Valar. En plus, on se retrouve sur le domaine du Seigneur Valar. Nous ne sommes pas du tout censés nous retrouver ici. Du coup, c'est Valor maintenant, on est d'accord. J'ai dit quoi? T'as dit Valor. Bah, ce sera Valor. Ça va bien. Ouais. C'est je le note. Dark Valor. Oui. La cour du baron Malvor. Valor. Du baron Valor. Ah oh, là, je commence à fatiguer. Les noms, ça va être compliqué. Bah, le seigneur Nataya Risk. Yaka. C'est pour ça que je me suis cassé de ce village, j'arrive pas à dire son nom. Je suis parti parce que j'ai... Lol, la casserole. Ouais. La casserole. Le bouffon, tu sais, il a plus rien à foutre là. Tout ce qui est pseudo-rime, il est à l'ego. Ouais. Je me dis que ça fait un peu un setup aussi s'il y a eu un peu des alchimistes ou des trucs chelous. Que du coup ça soit arrivé dans le manoir, puis ça a fait un peu tout un. Ah bah, T'as pas ta caisse quoi, bon hein. Il y a du liquide. Entre le rosé et l'absinthe, je peux te dire que. Ça te s'arrête jamais hein. C'est ça.